Nous avons travaillé sur le chapitre traitant de la propriété intellectuelle et plus particulièrement sur les deux premières parties. Donc la première partie consacrée au problème d'appropriabilité et la seconde partie traitant du choix optimal de la protection de la propriété intellectuelle. Donc premièrement, on va définir ensemble ce qu'est la propriété intellectuelle. Donc par définition, la propriété intellectuelle, c'est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux créations intellectuelles. Aussi, on peut dire que la propriété intellectuelle est une réponse publique qui permet donc de pallier à ce fameux problème d'appropriabilité, qui est lui-même engendré par des défaillances de marché. Donc dans un premier temps, on s'intéressera au problème d'appropriabilité en exposant les défaillances de marché qui en sont à l'origine et comment la propriété intellectuelle permet de pallier à ce problème. Puis, dans un second temps, on s'intéressera à la détermination de la protection optimale de la propriété intellectuelle. Donc, protection optimale en termes de durée de la protection et en termes d'étendue de la protection. Donc, commençons tout d'abord par la première partie. Donc, première partie relative au problème d'appropriabilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les activités qui sont génératrices d'informations souffrent de trois sources de défaillance de marché: l'incertitude, l'indivisibilité et les externalités. On va donc détailler ensemble ces trois sources de défaillance de marché pour pouvoir mieux comprendre ce fameux problème d'appropriabilité. Donc concernant la première source de défaillance de marché, donc l'indivisibilité, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, la production d'informations et ou de connaissances requiert d'importants coûts fixes. Mais une fois l'innovation faite, on peut ensuite faire de grosses économies d'échelle si l'innovation en question est donc un succès. En concurrence pure et parfaite, le prix des produits se situe au coût marginal. Or, donc dans ces cas-là, on sent bien que vendre son produit au coût marginal ne suffira pas à couvrir l'énorme mise de fonds initiale. Donc en conséquence, on aura une tendance à la monopolisation du marché. Donc ce premier problème, cette première source de défaillance de marché, qui sont les indivisibilités, entraîne une tendance à la monopolisation du marché. Ensuite, passons à la deuxième source de défaillance de marché, qui sont les incertitudes. Donc les investissements en recherche et développement sont marqués par deux types d'incertitudes. Premièrement, l'incertitude technologique, donc c'est-à-dire comment réaliser de nouvelles choses et comment réussir à les faire fonctionner. Puis un deuxième type d'incertitude, c'est-à-dire comment amener les consommateurs à adopter de nouvelles choses. Donc globalement, la production d'informations est donc une activité qui est marquée par de fortes incertitudes quant aux résultats d'innovation. Et donc, du fait de cette incertitude, on ne sera pas incité à innover. Donc cette deuxième source de défaillance de marché, qui est l'incertitude, entraîne donc une désincitation à l'innovation. Ensuite, concernant la troisième et donc la dernière source de défaillance de marché à l'origine du problème d'appropriabilité, donc qui est les externalités. Donc, ce qu'on peut dire sur les externalités, c'est que la production d'informations est publique. L'information est un bien public. Un bien public est à la fois non rival, c'est-à-dire que la consommation par un individu n'empêche pas donc la consommation des autres individus. Donc en d'autres termes, le coût marginal d'offrir le bien à un consommateur supplémentaire est égal à 0. Ensuite, un bien public est aussi non excluable, c'est-à-dire qu'aucun individu ne peut exclure un autre individu de la consommation de ce bien. Donc globalement, ces externalités peuvent ne pas donner les bonnes incitations à innover, étant donné que la découverte ne sera pas complètement attribuée à son inventeur, mais disponible par tout le monde du fait du caractère public de l'information. Donc cette troisième source de défaillance de marché entraîne donc aussi une désincitation à l'innovation. Donc pour conclure sur le problème d'appropriabilité,
les 3 sources de défaillance de marché vues précédemment sont donc à l'origine de ce problème d'appropriabilité. Donc globalement, le marché génère trop peu d'incitation à innover. Les innovateurs font face au problème d'obtenir qu'une seule partie des revenus de leur activité et donc n'ont pas la certitude que toutes leurs dépenses en recherche et développement seront remboursées. On a donc une production d'informations et de connaissances insuffisante du point de vue de la société. Et donc, cela va donc nécessiter une intervention des pouvoirs publics. Donc, dans notre cas, la réponse publique en question va donc être la propriété intellectuelle qui va tenter de remédier à ce problème d'appropriabilité. On va donc passer à l'explication de la propriété intellectuelle et voir comment elle permet de remédier au problème d'appropriabilité. Donc premièrement, on va donner une définition des droits de la propriété intellectuelle. Donc les droits de la propriété intellectuelle sont les droits juridiques résultant de l'activité intellectuelle. Donc il faut savoir que ces droits sont divisés en 2 branches. Premièrement, la propriété industrielle qui regroupe le droit des marques et des brevets. Et seconde branche qui est donc les droits d'auteur qui regroupe l'ensemble des innovations à caractère artistique et littéraire. Donc globalement, la propriété intellectuelle a un objectif qui est d'accorder un droit exclusif d'exploitation à l'innovateur pendant une certaine période donnée. Le fait que la période de la protection soit limitée va permettre 2 choses. Premièrement, de rendre le bien exclusif à l'innovateur durant la protection, puis dans un second temps, permettre le partage des connaissances et des innovations au grand public une fois la protection terminée. Donc de ce fait, on peut dire que la propriété intellectuelle permet de résoudre en partie ce problème d'appropriabilité, donc qui résidait dans le fait que l'on n'ait pas assez d'incitation à l'innovation et qu'on ait une tendance à la monopolisation du marché. Donc en effet, la propriété intellectuelle permet de réduire l'écart entre le rendement social d'une innovation et entre le rendement privé d'une innovation. Donc, en effet, elle permet premièrement l'incitation à l'innovation en rendant le bien exclusif et donc en garantissant une place de monopole à l'inventeur. Puis, dans un second temps, permet le partage et l'accès à l'innovation au coût marginal du fait que la protection soit limitée. Donc dans ces cas-là, permet d'améliorer le bien-être social. En d'autres termes, on peut dire aussi que la propriété intellectuelle trouve une sorte de compromis entre des considérations d'efficacité dynamique, c'est-à-dire comment donner l'incitation à innover et améliorer le progrès technique d'une manière générale, puis des considérations d'efficacité statique, donc c'est-à-dire comment promouvoir la diffusion des innovations et maximiser de ce fait le bien-être social. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est impossible d'obtenir les 2 équilibres en même temps. Le but de la propriété intellectuelle va donc être de trouver le meilleur compromis entre ces 2 objectifs. Donc pour conclure sur cela, le fait de rendre l'innovation exclusive mais pour une durée limitée permet de faire un compromis entre efficacité statique et efficacité dynamique. Et donc on sent bien que là la détermination de la durée de la protection va donc être un enjeu majeur afin de réussir à obtenir les 2 objectifs, enfin, le meilleur compromis entre les 2 objectifs. Pour ce faire, on va donc passer à la deuxième partie et donc nous intéresser au choix de la protection optimale en termes de durée de protection et en termes d'étendue de la protection. Donc avant de vous expliciter les modèles que donc Yasmine et Mélissa vont vous présenter, on va essayer de définir ensemble l'expression du rendement privé et du rendement social d'une innovation. Donc premièrement, concernant l'innovateur. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il obtient un profit M noté pi M durant la durée légale de protection, qui est donc associé à un profit de monopole.
puis obtient un rendement compétitif P-bar une fois que la protection est terminée. Donc le rendement privé de l'innovateur est décrit par l'expression P de T que vous pouvez voir ici. Donc ici, on associe la probabilité de succès d'une innovation à une loi exponentielle. C'est-à-dire que l'innovation a la même probabilité d'être un succès durant toute la période. Donc ce qu'on peut dire sur ce rendement privé, c'est qu'il augmente avec la durée du brevet de T. Donc plus la durée du brevet, donc plus T est grand, plus le rendement sera élevé et donc plus l'incitation à l'innovation sera importante. Ensuite, concernant le bien-être social, il est noté WM durant la protection et W bar une fois la protection terminée. On peut donc observer l'expression du rendement social de l'innovation, donc qui est l'expression S de T. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le rendement social de l'innovation? C'est que plus T est grand, donc plus la durée du brevet est grande, plus le rendement sera faible et donc moins bon sera le bien-être social. Ensuite, afin de prendre en compte l'étendue du brevet, on va donc introduire dans ces deux expressions du rendement l'étendue du brevet mesurée par la lettre B. Donc B sera compris entre 0 et 1. Donc c'est-à-dire qu'un B égal à 0 signifiera une protection nulle et un B égal à 1 signifiera une protection maximale. Donc avec l'introduction de ce paramètre B, le profil d'innovateur et le bien-être social va donc dépendre de ce paramètre B, donc va donc dépendre de l'étendue de la protection. Dans ces cas-là, le rendement social et le rendement privé de l'innovation seront donc identiques à précédemment, sauf que maintenant, au lieu de dépendre seulement de la durée du brevet T, ils vont aussi dépendre de l'étendue de la protection, mesurée donc par le paramètre B. Je vais donc laisser maintenant la parole à Yasmine, qui va donc vous présenter le modèle de détermination de la durée optimale du brevet.